Bonjour à tous, bienvenue. Il est temps de commencer pour notre point mensuel de rentrée. Bruno Bernstein et moi-même, Denis Baudouin, au nom de toute l'équipe Finaltis, sommes très heureux de vous retrouver ce 10 septembre 2024 après un été olympique, paralympique, bordélique. Non, je ne devrais pas dire ça, mais ça, c'est du point de vue politique. Mais en tout cas, très chahuté du point de vue des marchés financiers, qui sont notre sujet principal d'action et d'intervention. Commençons tout de suite par, après cette page que nous connaissons tous par cœur d'avertissement, un point sur les performances de cet été. Et une fois n'est pas coutume, nous parlerons de 2 mois en un, donc le mois de juillet et le mois d'août 2024. Donc les performances que vous voyez ici affichées, Finaltis Titan plus 1,8% sur ces 2 mois, Finaltis Europe Sélection plus 0,8% sur les 2 mois. Finaltis Digital Leader, à l'instar d'un Nasdaq qui a souffert, autour de 2% de baisse sur les 2 mois en question d'été. Finaltis Gold, donc le fonds investisseur sur les minéraux un superbe quasi 9% de hausse sur le mois de juillet et août. Et puis Finaltis Efficient Beta, un tout aussi remarquable, presque 7% de hausse pour un fonds investissant sur les actions de la zone euro. On ne le soulignera pas assez. Voilà, donc les PE moyens sont plutôt à la baisse sur nos fonds discrétionnaires, donc autour de 20%, 20 fois, pardon, je ne sais pas pourquoi pour cent, 20 fois Finatis Titan, un PE de 20 fois les résultats en moyenne sur le fonds Europe Sélection un peu plus cher, presque 30 fois, et les valeurs de surcroissance digitale mondiale, presque 36 fois les résultats, mais la qualité et la surcroissance ont un prix, et 36 fois, c'est à notre avis le bon prix en ce moment. Si on regarde la photo à hier avec des estimations, donc le 9 septembre dernier, le mois de septembre est plus difficile. C'est un mois baissier sur les marchés d'actions, que ce soit de ce côté-ci de l'Atlantique, avec un Eurostoxx qui baisse presque de 3%, un Standard Poor's d'un peu plus de 3% et un Nasdaq de 4,6% depuis le début septembre. Et nos fonds baissent dans des proportions similaires. Le fonds Finatis Gold, minorifère, baissant un peu plus. On notera là aussi la très grande résilience de notre fonds d'action de la zone euro, Finatis Fashion Beta, qui ne perd que 0,6% dans ces marchés nettement baissiers du début du mois de septembre. On ne fera pas la revue de tous nos fonds dans leur univers concurrentiel, néanmoins Finaltis Titan, donc valeur mondiale de croissance résiliente, qui est dans la catégorie allocation flexible monde de Cantalis, 1700 fonds répertoriés à fin août, légère sous-performance par rapport à la catégorie depuis le début de l'année, mais nette surperformance sur le mois d'août et sur 3 ans, sur 5 ans et sur 8 ans de notre gestion, là encore, de croissance résiliente. Le sujet, on va l'aborder avec Bruno très brièvement, puisque vous verrez que nous ferons preuve d'originalité. On va évidemment parler un tout petit peu de banque centrale et de taux, Bruno. Alors, bien entendu, 2024 sera une année à retenir sous l'angle des banques centrales, puisque c'est probablement un point d'inflexion qui se dessine déjà pour beaucoup de banques centrales majeures, comme la Banque centrale du Canada, qui a entamé son mouvement de détente, de baisse des taux il y a déjà plusieurs mois. La Banque nationale suisse, même encore un peu plus tôt que la Banque du Canada. La Banque du Japon, alors les Japonais ne font jamais comme les autres, ils montent les taux après n'avoir pas bougé pendant toute cette phase de très très forte hausse des taux et sans doute, quoi, vous l'avez compris, cette hausse des taux japonais a été à l'origine de beaucoup de perturbations sur les marchés cet été, mais on ne rentrera pas dans les détails du fameux carry trade. Et la Fed, inflexible pour l'instant, qui n'a pas bougé, c'est bien sûr l'éléphant dans le magasin de porcelaine. Donc on attend impatiemment le meeting du 17 ou 18 septembre pour voir si Jérôme bouge. En fait, ce n'est pas vraiment un suspense. En tout cas, on va prendre un petit risque aujourd'hui chez Finatis. On va vous dire que oui, les taux vont baisser. On n'ira pas jusqu'à prendre le risque de vous dire de combien les gouverneurs de la Fed vont décider de baisser les taux, 25 ou 50 BP. Aujourd'hui, le consensus est clairement plutôt autour de 25 que 50. Euh, les esprits taquins disent que les 350 économistes de la Fed et les gouverneurs ne servent pas à grand-chose, puisqu'en fait, le meilleur
l'agrégat l'élément de marché qui prédit mieux la politique de la Fed, c'est tout simplement le 2 ans américain. Donc, le 2 ans américain, c'est le marché qui en décide, les investisseurs. C'est bien sûr pas la Fed. Et vous pouvez voir que dès mi-2021, le 2 ans américain a commencé à monter et que la Fed était à l'époque dans le déni, nous expliquant que l'inflation ne serait qu'un phénomène temporaire. Et ensuite, très péniblement, vous vous en rappelez, hein, l'année 2022 était compliquée pour les investisseurs en actions et presque encore plus pour les investisseurs en obligations. La Fed a couru après le 2 ans américain et là, c'est exactement le mouvement inverse, c'est-à-dire le marché, lui, a une conviction très claire, c'est que l'inflation, les chiffres de l'inflation vont continuer à être bons. Que l'économie américaine ralentit et que le taux directeur de la Fed n'a rien à faire à 5,50. Voilà, et c'est aussi notre conviction. Alors, on a eu la chance d'avoir la visite de Warren Buffett cet été. Plutôt, je devrais dire, on a imaginé, fantasmé qu'il nous accorde suffisamment d'intérêt à nous, actionnaires fidèles, hein, pourtant, on le mérite, de Berkshire Hathaway. Bien sûr, il n'a pas fait le déplacement, mais on va quand même vous parler de ce qui est pour nous l'événement de la rentrée, cette société qui passe le trilliard de dollars de capitalisation. Et aujourd'hui, en fait, les seules sociétés qui ont dépassé ce niveau de capitalisation boursière sont des sociétés technologiques. On exclut bien sûr Saudi Aramco qui n'est pas vraiment une société cotée en bourse avec un tout petit flottant. Donc c'est assez remarquable, ça fait de Warren Buffett aussi un des 10 Américains les plus riches qui n'a pas fait fortune grâce à la technologie. C'est une réussite éclatante, hein, après 60 ans d'investissement. On va rentrer un peu en détail là-dessus. Alors, c'est pas juste comme ça une coquetterie, hein, si on vous parle de ça. Pour nous, Berkshire Hathaway, c'est très concret. C'est très concret pour nos clients, nos investisseurs, puisque que vous investissiez en mandat chez Finaltis ou que vous investissiez dans des fonds mondiaux, globaux comme Finaltis Titan sur les investment grade equity, très souvent, quasiment systématiquement, votre première ligne, c'est Berkshire Hathaway. Et je dois dire qu'on ne s'en plaint pas puisque la performance est absolument éclatante ces dernières années. Il n'empêche que Warren Buffett doit toujours, et jusqu'au bout de sa vie, ce sera le cas, hein, faire face à des critiques. Donc, pas plus tard que ce week-end, le très vénérable hein, The Economist, très bonne presse anglaise, a expliqué que Warren Buffett avait sans doute perdu sa magic touch. Mais en fait, ce qui est très intéressant, c'est que le journaliste, et ma conviction, c'est qu'il n'est pas investisseur, il est juste journaliste, en fait, reproche à Warren Buffett ce que nous, on apprécie beaucoup, c'est justement qu'il n'ait pas été comme je dirais, tout le reste du S&P, du marché des investisseurs, uniquement dans la technologie, l'infrastructure cloud, l'IA, etc. Et pour nous, c'est très utile. On n'a pas besoin de Warren Buffett pour investir dans Microsoft ou dans Nvidia. On est des grands garçons, on peut le faire seul. Mais ce que Warren Buffett nous apporte sur l'économie traditionnelle diversifie énormément nos portefeuilles. Et c'est un titre qui est très, très, très utile. Mais je laisse Denis expliquer un peu ce miracle Berkshire Hathaway, les fondements de ce miracle. Alors, en quelques mots, donc une introduction, et puis Bruno, notamment, prendra le relais pour vous donner notre conviction d'investissement en matière de Berkshire Hathaway, qui n'est pas du tout de la magie. Il y a des racines très profondes, elles sont même académiques, puisque Warren Buffett a fait son MBA à Columbia, et à Columbia enseignait Benjamin Graham, notamment, et David Dodd. Donc, ils sont des académiques très respectables et qui ont quelque part inventé l'investissement moderne, à tel point que Benjamin Graham a publié, parmi les nombreux livres qu'il a publiés, l'un d'entre eux, qu'on a probablement tous lu, qui s'appelle L'investisseur intelligent, en français, The Intelligent Investor, qui est la Bible des investisseurs en value, donc les value investing. Ce style a été littéralement, alors peut-être pas inventé, mais en tout cas théorisé par Benjamin Graham. Et donc Warren Buffett, à l'origine, c'est un value investor. Il veut acheter des entreprises, il veut payer un prix qui est très inférieur à ce qu'il considère être la valeur intrinsèque de cette entreprise afin d'obtenir une marge de sécurité.
dans son investissement sur lequel il va capitaliser. Et puis, à l'issue de ses études, il fait une rencontre, il a à peine 30 ans, il rencontre Charlie Munger, qui le convertit et qui adapte, qui le fait bouger dans ses convictions, puisqu'il le convainc de se concentrer sur des entreprises dont la qualité de business, davantage concurrentielle, barrière à l'entrée, l'effet réseau, l'effet démultiplication d'un réseau de consommateurs ou de distribution et les qualités de gestion sont telles qu'en fait, eh bien, ça dépasse cette logique de marge de sécurité. La vraie marge de sécurité, elle est dans l'extrême qualité des actifs qu'on achète. Et ce sont ces idées-là qu'ils vont mettre en œuvre lorsqu'ils vont prendre le contrôle d'une blanchisserie cotée qui s'appelle Berkshire Hathaway. Ils vendront les actifs industriels très rapidement et ils vont constituer progressivement ce qui est aujourd'hui le conglomérat Berkshire Hathaway sur la base de cette idée à laquelle Warren Buffett restitue la paternité. Et cette paternité, elle vient de Charlie Munger, décédé dans quelques semaines avant la dernière Assemblée générale cette année de Berkshire Hathaway. Et donc, Warren Buffett disait que sans Charlie Munger, il aurait gardé cette habitude de fumer ses cigares jusqu'à la dernière taffe. Voilà, donc cigar butt habit, et il ne serait pas autant concentré sur la qualité des actifs, mais plus sur le prix. Et donc, la différence, elle est très simple et elle est exprimée sur cette phrase que nous avons fait figurer ici en orange, il vaut mieux, donc du point de vue de Berkshire Hathaway, inspiré par Charlie Munger, il vaut mieux acheter un business fantastique à un prix honnête plutôt qu'un business honnête à un prix fantastique. Voilà, c'est le résumé de ce qu'est aujourd'hui le portefeuille de Berkshire Hathaway. Un des portefeuilles, c'est un portefeuille de valeur cotée. Ça représente plus de 300 milliards de dollars aujourd'hui. Alors bien sûr, tout le monde a en tête Apple, dont Berkshire Hathaway vient de réduire la portion. Ça reste quand même de très loin la première participation cotée, mais il vient d'en réduire la portion, ce qui expliquera, Bruno nous montrera, le bon du cash disponible au bilan de Berkshire Hathaway. Mais on connaît peut-être un peu moins d'autres participations comme Moody's ou plus récemment Chubb, la compagnie d'assurance, dont Berkshire Hathaway vient de faire acquisition de quelques actions. Alors, presque 7 milliards de dollars quand même. Ils sont également propriétaires de près de 19 milliards de dollars en Chevron, d'une grosse participation dans Coca-Cola, American Express, Bank of America et un certain nombre d'autres entités cotées, notamment le fameux Kraft Heinz, propriétaire du ketchup dont Warren Buffett ne cesse de dire à quel point ça constitue la base de son régime alimentaire, alors qu'il a 94 ans. Berkshire Hathaway, c'est un mystère, puisque ses participations cotées sont là, et la plupart d'entre elles, à l'exception notable d'American Express, ont plutôt sous-performé ces 2 dernières années, le titre Berkshire Hathaway. Alors pourquoi est-ce que Berkshire Hathaway surperforme la somme de ses parties cotées? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a autre chose dont Renaud va nous parler. Alors, trêve de suspense. L'autre chose, vous l'avez sous les yeux, c'est pas très digeste de cette manière-là, mais on Mais parle c'est volontaire. c'est C'est comme du volontaire. En fait, ketchup. il n'y avait pas d'autres moyens de vous présenter les près de 70 sociétés que Berkshire Hathaway contrôle en majorité ou dans quelques cas avec des minoritaires qui sont restés au capital, mais c'est la partie, on va dire, private equity du groupe du conglomérat Berkshire Hathaway et bien sûr des sociétés pour l'essentiel beaucoup moins connues. Alors on va quand même vous parler de quelques-unes d'entre elles. On a déjà dans un premier temps regroupé en pôles. Donc on a de l'assurance. Vous verrez que dans le business model Berkshire Hathaway, l'assurance c'est vraiment le socle, c'est 70 sociétés d'assurance différentes et ce flux de primes en fait qui vient alimenter la machine à investir qu'est Berkshire Hathaway. Une capacité aussi à créer des business ex nihilo dans l'énergie. Hein. Berkshire Hathaway est capable, et on verra que Greg Abel, qui est le successeur désigné,
va être récompensé pour avoir fait de Berkshire Hathaway Energy un géant, et puis des business qui sont pas forcément très sexy, hein, dans la chimie, par exemple, Lubrizol, hein, qui est un très très gros morceau et qui sont des additifs pour lubrifiants, voilà, vraiment des applications très industrielles, et puis des choses un peu plus connues dans la distribution, euh, euh, qui vont du caramel aux avions privés. Voilà. Et donc, sur la slide suivante, justement, on va faire un petit focus sur ces sociétés qui sont beaucoup moins sous les projecteurs, hein, bien entendu, puisqu'elles ne sont pas cotées. Donc, il est même difficile, hein, d'avoir des informations précises. Alors, pas sur l'activité de la société, mais en tout cas, aucune obligation pour Berkshire Hathaway de révéler le chiffre d'affaires, les marges. Voilà, on est sur des sociétés complètement cotées. Et à chaque fois, bien sûr, cette réunion pourrait durer 5 heures, qu'on ne ferait pas le tour de toutes ces sociétés et des raisons pour lesquelles Warren Buffett a investi. Mais à chaque fois, il y a une histoire, et souvent une histoire assez romanesque derrière. Donc, bon, Fruit of the Loom, c'est assez basique, hein, c'est pas du luxe, hein, c'est du t-shirt et des sous-vêtements, et c'est ce qui a motivé Warren Buffett, qui dans une de ses euh, euh, comment dire, percées humoristiques, a dit, mais finalement, j'y ai bien réfléchi, et personne, tous les matins, tout le monde est bien obligé de mettre des sous-vêtements. Donc, c'est un business qui me plaît beaucoup et qui est très résilient. Donc, voilà comment il explique sa motivation à avoir investi dans cette société-là. BNSF, là, on parle d'une société beaucoup plus grosse, c'est le plus gros investissement privé de Berkshire Hathaway, c'était près de 40 milliards de dollars. Et devant les journalistes, là aussi, une saillie drôlatique. On lui a demandé, mais pourquoi ce business du passé, les trains, on ne voit pas bien l'intérêt, il y a quand même plus de croissance ailleurs. Il a dit, mais moi, j'ai toujours été fasciné par les trains. Depuis que je suis tout petit, je joue avec des trains, et là, je vais pouvoir jouer avec des trains grandeur nature. Le fait est que, bien entendu, il a investi, on va dire, si on fait à la louche, à peu près la même somme sur BNSF que sur Apple. Il a triplé son capital sur Apple en l'espace de 8 ans. Il a clairement pas fait ça sur BNSF, mais encore une fois, par rapport à cet article de The Economist, où le reproche est fait à Warren Buffett d'être collé dans le passé, nous, c'est ce qu'on aime aussi, voilà, c'est une manière d'investir dans des business aussi très résilients. Alors, pas sexy, très résilient, Pilot Flying, c'est une très grosse société aux États-Unis, 650 implémentations, et en fait, ce sont des stations de service, et des aires de repos et des aires de shopping qui visent directement les drivers de trucks aux États-Unis. Voilà, c'est un business très résilient qui génère beaucoup de free cash flow et qui alimente très bien la machine Berkshire Hathaway. On a NetJet, c'est un peu plus connu puisque c'est le leader de la location de jets d'affaires. Au début, c'était de la multipropriété. C'est une boîte qui date, hein, elle a été créée en 62, et dans les années 80, Warren Buffett était tellement époustouflé par la qualité du service qu'il a été voir le CEO et il a dit, écoutez, je vais continuer à louer vos avions, mais en revanche, j'aimerais bien acheter votre société. Ils ont trouvé un deal qui s'est fait très rapidement. Warren Buffett n'aime pas négocier, donc il propose un prix. Et soit qui est généralement un fair price, hein, on en revient à la citation de Munger, un fair price, et ils s'entendent très vite ou ils s'entendent pas du tout. C'est ce qui s'est passé sur Borsheim. En bas, vous voyez une petite fête. En fait, c'est pendant l'Assemblée générale des actionnaires. Il y a toujours Borsheim qui est une bijouterie. Alors, on dit que Warren Buffett est resté bloqué dans le passé. En fait, Borsheim, c'est
c'était une bijouterie à Omaha, Nebraska, donc où il allait faire des cadeaux pour son épouse, sa famille. Ce poids lourd de la joaillerie, aujourd'hui, n'a qu'une implantation, toujours à Omaha, Nebraska, mais en revanche, vend énormément sur Internet. Et là, la petite histoire dit que le contrat, il a été voir le patron, il lui a dit qu'il était tombé amoureux de sa boîte, qu'il trouvait ça très bien, qu'il voulait l'aider à se développer. Et le contrat tenait sur une demi-page. Voilà, ils se sont mis d'accord sur un paragraphe et puis c'était parti. Et puis, Six Candies, hein, c'est 200 magasins aux États-Unis. Warren Buffett a les goûts alimentaires Selon lui. d'un enfant de 6 ans. Voilà, donc comme disait Denis, le ketchup, mais aussi le caramel, le Des chocolat, burgers les burgers, les frites et le coca. voilà, et le coca et le cherry coke, c'est encore pire. Et pourtant, voilà, il a sans doute enterré deux ou trois cardiologues. Donc voilà, les 6 candies. Et il l'a dit à plusieurs reprises, c'est un des investissements les plus brillants qu'il ait fait. Pourquoi? Parce que Six Candies a une qualité que recherchait Mm. énormément Warren Buffett et Charlie Munger, qui est le pricing power. Et Six Candies augmente ses prix progressivement, année après année. Les clients restent là parce que la qualité des produits est toujours au rendez-vous. Alors, le business model de Berkshire Hathaway, vous voyez qu'il est un peu plus compliqué que ce qu'on nous raconte dans la presse. Il ne s'agit pas juste d'être actionnaire d'Apple et de Coca, mais c'est un mouvement circulant, assez élégant entre récolter du cash qui vient essentiellement du business de l'assurance, mais Mm. aussi du free cash que dégagent toutes ces entreprises que Berkshire Hathaway contrôle à 100%, euh, d'utiliser cette poudre à canon pour investir le plus prudemment possible. Et c'est là où on se retrouve beaucoup dans la philosophie, très modestement. On ne va pas se comparer à un investisseur de génie, mais en tout cas, il nous inspire beaucoup. C'est-à-dire que les sociétés cotées qu'il choisit sont des sociétés très prudentes, très résilientes, très bien capitalisées, avec des bilans très solides. Et ensuite, cet argent qui a fructifié va être utilisé notamment pour prendre le contrôle à 100% de certaines sociétés. Ce qui est très intéressant, c'est que quand vous achetez Berkshire Hathaway, vous rentrez dans le private equity par les marchés cotés, donc de manière assez simple, et vous n'avez pas les structures de frais qu'il y a dans les fonds de private equity, des frais de gestion très élevés, du carré d'interest qui consiste à partager les profits, hein, et les pertes, bien sûr, sont toujours mutualisées avec les souscripteurs. Warren Buffett, depuis des années, ne s'est pas augmenté et il gagne 100 000 dollars par an pour faire ce travail, voilà, lire des rapports annuels toute la journée. Donc, on trouve que En fait, on manque un peu de raison pour ne pas investir dans Berkshire Hathaway aujourd'hui et on sera très... N'hésitez pas à nous envoyer des messages euh, pour contredire ce qu'on vous raconte là, mais voilà, on est toujours assez convaincus et comme vous le verrez, la performance est au rendez-vous. Ça, c'est le niveau de cash très impressionnant qui est souvent reproché, hein, à Berkshire Hathaway, mais comme vous le verrez, ça ne nuit pas à la performance et avec la cession récente d'une partie des titres Apple, on est sur un niveau de cash quasi carrément historique de près de 300 milliards. En performance, bah, ça délivre, hein. C'est pas que du marketing, tout ça. Ça fonctionne très bien sur très longue période et même sur période un peu plus courte. Mais là, on va vraiment prendre voilà, toute l'histoire du groupe. Donc, c'est 2 fois le rendement annualisé du S&P 500, qui a un rendement annualisé, bien sûr, le S&P 500 dividende réinvesti, qui a un rendement annualisé fantastique, hein, à 2 chiffres, et Berkshire Hathaway, c'est 2 chiffres, mais beaucoup plus haut, près de 20%. Oui. En fait, si on avait eu la bonne idée en 1964 de confier 1 dollar à Warren Buffett, il nous en rendrait 43 000 aujourd'hui, alors que le S&P nous en rendrait 312, voilà, ce qui est pas mal, Par ce qui est pas exemple. mal aussi. Voilà, alors évidemment, quand on a 94 ans, ça fait déjà quelques années qu'on vous pose, enfin, qu'on lui pose la question de la succession. Alors, il est très résistant et le ketchup, ça conserve. Donc, euh, il a quand même fini par
décidé de rendre public ses choix. Pendant des années, il avait dit il y a un successeur prévu, mais il ne le divulguait pas. Et aujourd'hui, le successeur, et en tout cas c'est le cas depuis 2021, il est connu, il s'appelle Greg Abel. C'est le vice-président de Berkshire Hathaway. Et il a fait une très grande partie de sa carrière, depuis le début de la trentaine. Il est chez Berkshire Hathaway et il a notamment contribué à faire du pôle énergie renouvelable, notamment Berkshire Hathaway, un des leaders aujourd'hui de ce secteur aux États-Unis. Voilà, il en est le PDG de Berkshire Hathaway Energy depuis 2008. Et depuis 2021, cette personne que vous voyez sur la gauche de votre écran, qui est réputé discret, rigoureux, et très orienté long terme. Ce n'est pas une surprise, hein, sinon je pense que Warren Buffett n'apprécierait pas son profil. Et bien depuis 2021, il est le successeur désigné à la tête de l'entreprise pour le cas où Warren serait empêché ou décéderait. Et c'est un sujet très important parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Même des investisseurs aussi talentueux que Bill Ackman, donc le fondateur du hedge fund Pershing Square, s'ils sont essayés, on verra s'ils y parviendront. Mais en tout cas, pour l'instant, ils n'y arrivent pas. Donc, vous avez peut-être suivi cette euh, annonce en début d'année de Pershing Square qui envisageait de coter, d'introduire en bourse un véhicule Pershing Square USA, donc une forme de SPAC, quelque part, donc, pour lever 25 milliards de dollars qui auraient été déployés par la suite pour faire des investissements à la Berkshire Hathaway. Eh bien, il s'est avéré au début de cet été que c'était assez difficile, malgré toutes les négociations qui avaient été engagées avec beaucoup d'investisseurs. On s'imagine bien, Bill Ackman, c'est pas un inconnu, c'est quelqu'un qui a réussi de très belles opérations d'investissement, mais malgré ça, ça ne suffisait pas. Puis il y a eu des maladresses commises au cours de l'été, et finalement, le 30 août dernier, eh bien, Bill Ackman a annoncé qu'il reportait, ou plus exactement qu'il annulait cette IPO, cette introduction en bourse, et qu'il reviendrait plus tard avec une nouvelle version. Donc, et c'était très clair ce qu'il voulait faire. Alors, il l'appelait évidemment pas Berkshire Hathaway Bis, mais c'était dans cet esprit-là qu'il voulait lever cet argent. Voilà. Voilà. Donc, même quand on est Bill Ackman, on ne fait pas nécessairement, on n'a pas nécessairement la confiance des investisseurs, et a fortiori sur le long terme pour créer l'équivalent d'achat à Hathaway. Venons maintenant sur cette deuxième partie de cette présentation et les 20 minutes qui nous restent imparties sur les fonds. Finaltis Titan, donc notre flagship qui investit sur les grandes valeurs de croissance résiliente dans le monde, avec une stricte vision en matière de qualitative, bien entendu, et y compris en qualitatif extra-financière, ce qui nous amène à être absolument intransigeants sur la transparence et la gouvernance, et donc à plutôt réserver nos investissements à des entreprises dirigées depuis l'Europe ou l'Amérique du Nord. Le PE moyen dans le portefeuille, c'est 21 fois. La performance depuis le début d'année arrêtée à fin août, c'est plus 5%, plus 1,8 sur l'été, donc juillet-août, et une exposition de 96%, et on a été actif au cours de l'été. Exactement. On a pris des profits sur EssilorLuxottica, alors pris des profits partiels puisque c'est un des axes forts du portefeuille et EssilorLuxottica, même après être passé de 4 à 3% du portefeuille, reste dans notre top 10. C'est une société qui a des très très bons fondamentaux, des très bons résultats, mais qui s'est envolée cet été pour des raisons un peu plus spéculatives puisque des rumeurs sont apparues il y a quelques semaines sur un intérêt de Meta pour rentrer au capital d'EssilorLuxottica. Ça paraissait un peu farfelu, mais on a creusé ça et on s'est rendu compte que la dynamique sur la vente des Ray-Ban fabriqués avec Meta, donc les Ray-Ban qui filment, étaient sur des tendances absolument incroyables, c'est-à-dire ils en avaient vendu autant en 2 mois qu'en 3 ans auparavant. En fait, ce système est adopté par de plus en plus d'influenceurs et d'influenceuses et bien entendu voilà, c'est un beau succès qui n'a pas échappé à Meta et ce n'est plus une rumeur aujourd'hui puisque EssilorLuxottica
a fait un communiqué de presse pour dire que Mark Zuckerberg était le bienvenu hein, au capital d'EssilorLuxottica. Donc manifestement, voilà, c'est sérieux cette affaire. Ça a fait beaucoup monter le cours. Donc pour le moment, rien n'est confirmé. Donc voilà, on met un peu d'argent de côté, on revient sur les fondamentaux et on a déployé une partie de cette plus-value sur les EssilorLuxottica sur Alphabet qui peine un peu à rebondir après la baisse de début août. Nous, on pense qu'Alphabet sera un gagnant, un très grand gagnant de la révolution IA. Pourquoi? Parce qu'ils ont le cash pour acheter des microprocesseurs chez Nvidia et chez les autres. Ils ont les talents, bien entendu, et puis surtout, ils ont les datas que nous mettons tous un chacun, tout un chacun, tous les jours dans le moteur de recherche ou dans nos Gmail ou ailleurs. Donc voilà, on n'a pas beaucoup de doute sur le fait que Alphabet a 18 fois les résultats. C'est une manière de jouer la révolution IA, pas trop coûteuse. On s'est investi dans l'économie traditionnelle avec Chevron et à nouveau dans l'économie digitale très diversifiée, très solide avec Microsoft. Alors, Bertrand Hathaway peut être traité de ringard. C'est quand même lui qui nous a enrichi. Warren Buffett peut être traité de ringard. C'est quand même lui qui nous a enrichi cet été hein, avec de l'argent sonnant et trébuchant, puisque soit dans cette période très très compliquée, très volatile, avec quasiment un crack hein, début août hein, sur le Nikkei, vous vous rappelez une séance à -12, les titres les plus solides ont bien profité cet été, Berkshire Hathaway, donc c'est une contribution de 77 centimes. Voilà, comment dire, le titre est bien installé en tête des positions de Titan et n'a pas de raison de changer. Alphabet, comme je vous l'ai dit, a baissé comme le reste du secteur, a eu un peu de mal à remonter derrière. Voilà, donc pas mal d'écarts cet été. Nous sommes agnostiques dans la gestion de Titan. On n'a pas de biais sectoriel, on n'a pas de biais géographique. Notre seule ligne directrice, ce sont les profits. C'est la résilience des profits, la qualité des bilans et bien sûr le fonds est très très orienté États-Unis. C'est pourquoi? Parce que c'est aux États-Unis qu'on trouve le plus de sociétés profitables, résilientes et très solides. Voilà, mais vous voyez que dans le top 10, on ne va pas détailler toutes les sociétés, mais il y a de très nombreux secteurs représentés, puisque l'objectif de Titan, c'est d'être bien multi-sectoriel et multi-géographique. Alors, Finatis Digital Leader à présent, donc, qui se concentre sur la croissance, la surcroissance digitale et de l'ensemble des sous-secteurs que constitue cette nuée du digital. Le PE, on est sur des valeurs qui ont une croissance en moyenne plus importante que les titans, même si certains titans sont digitaux. Et on la paye en moyenne 32 fois les résultats. La France, c'est un peu plus de 15% en hausse depuis le début de l'année, même si, comme beaucoup de valeurs technologiques, eh bien, les mois de juillet, août ont été plus difficiles avec moins 2,2%. Là aussi, on a été raisonnablement actif. Exactement. Donc, on s'est séparé de Schwab, qui est une banque digitale, le pionnier du brokerage online. Aujourd'hui, c'est clairement plus le business de banking, de banque privée qui fait bouger le cours que l'aspect digital. Donc, on a fait un bon bout de chemin ensemble et sans doute on se retrouvera dans le futur, mais pour l'instant, il n'y a plus de Schwab dans le portefeuille qui a été sorti en totalité cet été. Le petit moins devant Palantir veut dire qu'on a écrété du Palantir, comme on a écrété du Salesforce, du Tesla et du Booking. C'est pas parce qu'on n'y croit pas, c'est
c'est tout simplement parce que ces titres ont trop performé pendant l'été et qu'on veut absolument les maintenir dans une enveloppe de risque raisonnable. Sur Digital Leader, on évite d'avoir des positions comme sur la plupart de nos autres fonds supérieures à 5%, mais vous savez qu'aujourd'hui, dans les indices, il y a des pondérations à 8, 9, 10%. Voilà, mais c'est une discipline de diversification auquel on tient beaucoup chez Finatis. Et on a utilisé une partie de cet argent pour investir, on va dire, sur des grands classiques hein, du digital, Amazon, Alphabet, Apple et Microsoft, et Airbnb. Donc là, c'est une position qu'on aurait pu mettre en face de Booking. On a été prendre une partie de l'argent qu'on avait gagné sur Booking pour le réinvestir sur Airbnb. Les deux sociétés ont un mouvement boursier qui est à peu près, qui est diamétralement opposé, hein, totalement inversement corrélé. Et on pense que là, le balancier, on comprend pourquoi, dans une certaine mesure, mais on pense que le balancier a été un peu loin et on pense que c'est une belle opportunité aujourd'hui d'aller remettre un peu de poudre sur Airbnb. Donc, le digital leader vise à être sur toutes les thématiques du digital, le hardware, qui est très bien représenté par TSMC, Tesla, hein, qui est aussi le leader de l'IA du monde réel. Donc là aussi, c'est beaucoup de hardware. Meta, qui est le leader de l'IA du monde virtuel. Le paiement, qui pour nous est un rapport rendement-risque qui est absolument incroyable depuis très longtemps et ça va continuer, surtout avec les taux qui baissent, ça va beaucoup bénéficier à Visa et Mastercard, et puis bien sûr du logiciel avec Microsoft et puis du service avec Accenture. Accenture fait un énorme pari sur l'IA, voit l'IA comme une révolution. Et on est content qu'Accenture pense comme nous. On devrait-on dire plutôt que nous pensions comme Accenture, ça nous rassure. Voilà. Et sur l'été, PayPal bénéficie à plein de la baisse des taux qui n'a pas démarré en fait, hein, mais c'est une anticipation. PayPal, vous savez, a un produit star, Buy Now, Pay Later. C'est super bien pour le consommateur, très apprécié. Le problème, c'est que quand vous lancez ça et que derrière, vous prenez 14 hausses de taux d'affilée par Jérôme Powell et ses camarades gouverneurs, ça met votre business model un peu à mal, mais voilà, il y a eu un deal très structurant fait entre PayPal et KKR justement pour refinancer toutes ces lignes. En tout cas, PayPal tient bien ce service. Voilà, essayez-le, ça marche très bien. Vous pouvez acheter à peu près tout ce que vous voulez, sauf que vous avez du crédit gratuit et vous pouvez payer 4 fois sans frais, même quand le commerçant chez qui vous êtes ne le propose pas. Voilà, on a tourné pas mal de positions pendant l'été. L'été a été un peu plus dur sur le hardware, donc sur les semis. Je pense en particulier à Intel et à ASML. Alors, Finatis Europe Sélection, un fonds éligible au PEA qui, lui, est centré sur l'Europe. Alors, pas l'Europe en termes de croissance. On aimerait tous que l'Europe ait plus de croissance, mais le monde est en croissance forte. Et certaines entreprises dirigées depuis l'Europe, basées en Europe, exploitent cette croissance et sont en passe pour certains de devenir des leaders et pour d'autres sont déjà des leaders bien établis. Ce sont ces entreprises qui captent la croissance mondiale depuis leur base, qui est une base européenne dans lesquels nous investissons dans Finatis Europe Sélection. Le PE, c'est 32 fois à peu près, on fait à peu près 32 fois les résultats forward, et la performance, donc plus 6,4% à fin août depuis le début de l'année, et un été à plus 0,8%, un portefeuille bien diversifié, comme on va le voir, avec de l'activité également cet été. Exactement. Donc, on a pris on a baissé un peu la position sur Straumann, qui est une société leader sur les implants dentaires, voilà, qui a un peu plus chahuté le cours. La société est très volatile en ce moment. Et on a pris un peu d'argent sur Ferrari aussi, qui a vraiment miracle de la croissance en Europe. Voilà, si vous aviez, pour la petite histoire, si vous aviez investi au moment de l'IPO de Ferrari l'équivalent du prix
une petite Renault, 30 000 euros. Voilà, vous pourriez rouler aujourd'hui dans une Ferrari, une belle Ferrari à 400 ou 500 000 dollars. Voilà, donc vous auriez fait 10 fois votre argent. Ferrari, c'est magnifique, c'est 55 fois les résultats, donc c'est quand même très cher. Et c'est, je dis sans doute pas assez, c'est quand même une activité très intensive en capital, en hommes, en ressources. Donc normalement, les multiples vont moins haut quand l'intensité au capital est très forte. C'est pas le cas pour Ferrari. C'est vrai que c'est une société qui fait son chiffre d'affaires à peu près à la main. Le miracle Ferrari, c'est de pouvoir vendre des voitures à peu près à n'importe quel prix et pouvoir les prévendre. Hein. Euh, Tout le monde cite l'exemple de la, de la SP3, voilà, un modèle à presque 2 millions de dollars qui a été, dont les 600 exemplaires ont été vendus avant même qu'un seul de ces 600 clients ait pu voir la voiture. Il y a très très peu de firmes hein, dans le monde qui sont capables de faire ça. On pense qu'il il y a un très gros marché, c'est vrai qu'il est important, mais regardez le cours d'Aston Martin hein, qui a divisé par 10 ces dernières années. Donc c'est trouver un business model vertueux dans la voiture de luxe, c'est pas si facile que ça. Et on a investi cet argent sur Alcon, le très très grand acteur suisse des lentilles de contact, spin-off de Novartis, et surtout on a renforcé Alcon parce qu'il y a une dynamique sur les instruments chirurgicaux pour la chirurgie oculaire qui est absolument incroyable. Et Spotify, donc on est bien dans un fonds européen. Spotify est bien une boîte mondiale qui trouve ses origines nordiques, mais qui statutairement est luxembourgeoise. Donc on a le droit d'en mettre dans un fonds européen. Et Spotify est en train de dominer complètement l'industrie de la musique et d'écraser ses concurrents. Donc voilà, le top 10, vous l'avez sur la droite. C'est un fonds très, très diversifié qui n'hésite pas à aller payer de la croissance, même et à monter dans les multiples. Alors on a nos limites, hein, voilà, sur Ferrari, on est quand même prudent. Ferrari n'est pas forcément dans le top 10. On a Accenture et la deuxième société. Là aussi, c'est un nom qui résonne très américain. C'est vrai que l'essentiel des ventes d'Accenture se fait aux États-Unis, mais là aussi, c'est une société irlandaise, donc tout à fait éligible au PEA et à un fonds européen. Sur le mois, bah, Ferrari nous a bien rendu service, Accenture sur les 2 mois, Accenture aussi. Et en revanche, même chose que sur Digital Leader, ASML avec tout le secteur du hardware. Un peu souffert, mais bon, la dynamique IA est lancée, on a besoin de beaucoup de plus, mais c'est un secteur, les puces, c'est très très cyclique, c'est très volatile, voilà, donc ASML, en plus, c'est un gros poids, c'est aujourd'hui tout près du top 10 de rentrer dans le top 10 d'Europe Sélection. Donc, quand ça bouge beaucoup, un gros poids, bah, SML se retrouve vite, pire contribution ou meilleure contribution la semaine d'après. En tout cas, on est persuadé des perspectives à long terme de cette société qui est incontournable dans cette industrie du semi. Alors, terminons notre réunion aujourd'hui par Finatis Gold, donc un fonds qui investit dans les minières aurifères un peu partout dans le monde, enfin un peu partout, pas vraiment partout en réalité, les mines sont partout dans le monde, mais leur direction est plutôt nord-américaine et un peu européenne, vous le verrez. Pourquoi? Puisque ce fonds investit sur un processus quantamental, on élimine avant tout autant que possible le risque d'accident dans tous les sens du terme. Donc, et les accidents dans les mines, sans mauvais jeu de mots, c'est ce qui conduit à des accidents boursiers, des actions considérées. Donc, on élimine tout ce qui nous paraît trop leveragé, tout ce qui nous paraît géré dans des juridictions un peu compliquées, tout ce qui nous paraît préjudiciable pardon, à l'environnement et aux habitants et aux voisins de ces mines. Voilà, donc en faisant ce travail, on arrive à un portefeuille qui est SFDR8 et qui en l'occurrence est performant, puisque pour la deuxième année consécutive, Viper a désigné le fonds Finatis Gold comme meilleur performeur sur les minières aurifères depuis 5 ans, sur 5 ans. Voilà, donc performance depuis le début de l'année plus 17%, très bon mois surtout août d'ailleurs, enfin juillet-août, plus 8,9%. On a un portefeuille
qui, comme je le disais, est très nord-américain et particulièrement canadien, grand pays de mines, bien sûr, hein, un pays très vaste, de grandes étendues sauvages avec des exploitations minières et notamment des minières aurifères. Alors, dans le fond, Pinnatis Gold, il y a bien entendu des minières aurifères, il y a aussi des minières argentifères, comme Pan American Silver, que vous voyez en 10e position dans le portefeuille. On a également des mines qui extraient du platine ou du palladium, donc tous les métaux précieux. On peut avoir également comme Rio Tinto en 6e position dans le portefeuille à début septembre, qui est une minière bien entendu généraliste, mais dont l'activité aurifère est très importante. Voilà, donc un portefeuille diversifié. Un exemple de cette diversification, Franco-Nevada. Franco-Nevada, c'est en fait un portefeuille de royalties, de droits d'exploitation sur des mines, donc une diversification partout dans le monde sur le thème des minières aurifères. Voilà, un portefeuille dont on recommande l'utilisation à dose raisonnable, bien sûr. Hein, c'est un petit univers, les mines aurifères, c'est assez volatile. Mais lorsque on est dans des situations comme celles qu'on connaît aujourd'hui, avec conjonction de phénomènes favorables à l'or, et en premier lieu, une situation géopolitique qui est un peu, on va dire, chahutée, ce que certaines banques centrales relayent en achetant avidement de l'or. Et on pense notamment aux banques centrales chinoises et aux banques centrales russes qui accumulent de l'or, ce qui explique que depuis 2021, on a une forte augmentation, et c'est très sensible en 22 et 23, ça continue en 24, de la demande des banques centrales en termes d'or. Alors, certaines de ces banques centrales ont un agenda très clair, c'est un agenda politique, ils visent à dédollariser leurs économies et également les termes de leurs échanges internationaux. On pense bien sûr en premier lieu à la Chine, mais également à son vassal russe. Voilà ce que nous voulions évoquer avec vous, Bruno et moi, aujourd'hui, au nom de toute l'équipe de Finaltis. Cette réunion est enregistrée, elle est faite pour être rediffusée, divulguée et également disséminée. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas. Nous sommes des militants de l'investissement en action. Nous pensons que c'est cet investissement en action qui, quelque part, au-delà de toute réforme, de quelque nature qu'elle soit, visant à savoir où et comment on va pouvoir combler les trous abyssaux qu'on a accumulés un peu partout, et bien c'est par l'épargne et l'investissement dans la croissance, à notre avis, qu'on a une bonne part de la solution. N'hésitons pas à contribuer à cette solution. Et on peut vous rappeler que tous les thèmes d'investissement qu'on a évoqués aujourd'hui ensemble, on les exprime au travers des fonds et on les exprime également au travers de mandats. Donc, si vous êtes un professionnel de la finance et que vous avez envie de nous confier des mandats, voilà, n'hésitez pas à nous appeler. Un mandat entièrement en titre vif, c'est possible. Il faut qu'il ait une certaine taille. Sans ça, c'est pas dans l'intérêt du client. Mais voilà, on peut parler de tout ça ensemble à votre convenance. Bonne fin de journée, à bientôt. Nous nous retrouverons début octobre pour notre prochaine réunion mensuelle. À bientôt. À bientôt.